Bonsoir mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aldo Aviation. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo plus personnelle parce que le pilote qui est impliqué dans l'histoire que je vous raconte ici, Christian, était un ami. C'est quelqu'un que j'ai bien connu et donc ça me permet de pouvoir vous raconter l'histoire sous l'angle technique mais aussi sous l'angle humain, c'est très important. Alors, voilà, dans les années 90, je fréquentais une école d'aviation. Je venais d'arriver de mon pays natal, d'Algérie. J'étais jeune, un gamin littéralement, passionné d'aviation, un peu gauche, perdu un peu dans cette société, mal habillé. J'avais un costume à rayures qui n'a pas énormément aidé à mon intégration les premiers temps. Et j'arrivais dans ce pays que je croyais peut-être connaître, parce que je passais mes vacances en Suisse depuis ma tendre enfance, comme on dit, mais n'empêche, quand on arrive pour vivre dans un pays, ils vont se poser des fois des défis différents, qu'on ne voit pas lorsqu'on est en tant que visiteur, quand on est visiteur uniquement. Alors je disais que je rejoins une école qui se trouvait, elle n'existe plus, c'est une école qui était à l'avenue Louis Cazaille, je crois, de mémoire, c'était probablement le 81, pas très loin de l'aéroport. Quand j'allais à l'aéroport, c'était à peu près, des fois, 20 minutes à pied, 25 minutes, je dis toujours de mémoire. Et en fait, c'est une école très intéressante, c'est une école qui a été fréquentée par quelqu'un, un artiste que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours d'ailleurs, Jacques Brel. Jacques Brel était un pilote très averti d'ailleurs, et il a fréquenté pendant un bon moment cette école qui se trouve donc sur la commune de Mérin. J'étais dans cet endroit où régnait un petit peu l'esprit de cet artiste. Il faut savoir une chose, les écoles d'aviation, je le dis pour tous les jeunes qui veulent étudier l'aviation, il faut savoir qu'en général dans les aéroclubs, il y a une bonne ambiance, un bon esprit de camaraderie, un bon esprit, bon relationnel avec les gens. Quand vous allez plus loin que l'aéroclub, malheureusement, il y a souvent une très mauvaise ambiance dans les milieux des pilotes, et en particulier en formation. Je suis arrivé dans cette école, il y a des gens qui ne m'aimaient pas particulièrement, qui me balançaient des pics que j'ignorais. J'étais là pour étudier, j'étais étranger, j'étais pas en position vraiment de rendre les coups. Donc je faisais semblant de ne pas comprendre, poker face comme on dit, hein, visage d'un joueur de poker, et j'ignorais les attaques. À un moment donné, j'ai été intégré par un groupe très sympa, un groupe de personnes, un groupe de gars d'une très grande qualité, dont faisait partie Christian. Donc ce groupe-là ont probablement réalisé que j'étais trop isolé et que si rien n'était fait, j'allais me faire bouffer par les chiens. Probablement, c'était cette attitude-là qui a fait que, quelque part, ils se sont dit, ce gars, on va essayer d'aller lui parler, on va essayer de... Et ça a été le début d'années d'amitié avec de nombreuses personnes de ce groupe, des voyages ensemble, des vacances, des sorties et tout ça. Vraiment une très très bonne expérience humaine est née de cet échange. Dans ce groupe, je disais avec Christian. Christian, à l'époque, quand je lui demandais c'était quoi qu'est-ce qu'il voulait faire après sa formation, il me disait, moi je rêvais de rejoindre une compagnie aérienne. Lui me disait non, je suis trop vieux, je suis un vieux croulant, c'est ses mots d'ailleurs, et il allait sur la quarantaine, il me disait je suis trop vieux pour les compagnies aériennes, par contre j'aimerais créer ma propre boîte, ma propre compagnie. Il m'avait montré un jour un cartable avec un dossier super épais qui représentait un petit peu une partie des documents nécessaires pour obtenir une AOC d'une compagnie aérienne. Donc il était en tractation avec l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile, et le reste des autorités aéronautiques suisses, pour essayer d'une part, d'obtenir une licence de compagnie aérienne, mais en même temps, il était en tractation avec des business angels, des banques et tout ça, pour essayer d'obtenir des financements pour un appareil, pour un avion. Ça faisait des années qu'il était dans cette aventure qui semblait occuper
la plus grande partie de son temps et de ses efforts. Donc je disais que avec Christian, et pas seulement avec lui, avec d'autres personnes de la promo, puis en dehors aussi de la promo, il y avait sur le plan de l'aviation, il y avait une différence culturelle que j'avais constatée entre d'où je venais et où j'étais en Suisse. Je m'explique. Quand on est en Afrique, quand on vole en Afrique, eh ben, on a des problèmes tous les jours. Ça veut dire que quand vous arrivez à l'aéroclub, en Algérie ou dans d'autres pays africains, à l'arrivée à l'aéroclub, vous êtes à la buvette déjà, et il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous dire « T'as entendu la dernière ?» Et on va vous raconter la dernière histoire d'horreur. On est, comment dirais-je, on est franchement sans illusion sur l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous savons que les gens ne feront pas correctement leur travail, que tout le monde sera en retard, que tout sera de travers. Et ceci va justifier une vigilance littéralement paranoïaque. Si il n'y a pas tout le dysfonctionnement que connaît l'Afrique, s'il n'y a pas plus d'accidents que cela au jour le jour, c'est parce que en Afrique, il y a énormément d'opérateurs, pilotes ou autres, qui tiennent à la vie, qui ont des familles, qui veulent rentrer chez eux le soir et travaillent dans un contexte de vigilance obsessive au moindre détail. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Sur le plan psychologique, en Afrique, ta vigilance paranoïaque et obsessive se justifie pratiquement tous les jours quand tu vas découvrir des dysfonctionnements. Chaque fois que tu vérifies quelque chose, ben, il y a tous les jours quelque chose qui ne marchera pas. D'accord ? Tu es en approche dans un aéroport secondaire, tu appelles la tour de contrôle pour demander une autorisation d'atterrir par exemple, et le gars de la tour de contrôle il répond pas, puis tu comprends pas ce qui se passe, tu fais des tours, et puis après il te répond oui pardon je suis en train de faire la prière par exemple, ou il dormait, ou tu vas atterrir peut-être sans autorisation par exemple. Constamment des trucs comme ça. Tu vas demander du carburant, le gars, il va se pointer 2 heures plus tard parce que, pardon, j'avais pas les clés du camion, parce que mon collègue est parti à la mosquée, il avait gardé les clés dans sa poche, et puis après, il a rencontré son beau-frère, ils ont été à des funérailles pour quelqu'un qui a fait un accident de moto dans la descente de la gare de chemin de fer, et puis il a oublié qu'il avait les clés du camion. Je veux dire, des trucs d'abrutis, on en a constamment, tous les jours. De sorte que, naturellement et instinctivement, il y a un niveau de vigilance qui est tout le temps super élevé. Comparativement à cela, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai constaté que de manière, allez, je vais dire paradoxale, je ne suis pas du tout en train de dire qu'en Afrique, il y a plus de sécurité qu'en Suisse. Ce n'est pas ça. Mais je dis que, tout simplement, il y a un effet paradoxal lié à des pays super organisés comme la Suisse où, en général, tout marche très bien, tout est réglé pile poil, tout est tip top, les gens font leur travail, tout est à l'heure. Il y a une exactitude dans la fourniture des services qui fait que l'attitude obsessive paranoïaque, eh ben, elle va très rapidement laisser place à un relâchement. Parce que de toute façon, t'as beau vérifier, ben, si tout marche bien, si tout va comme il faut, ben, au bout d'un moment, on est des humains et puis on baisse progressivement la garde. En Afrique, au moment où tu baisses la garde, t'es mort. Et en Suisse, tu peux faire une demi-carrière littéralement en baissant la garde et t'es en vie. Okay ? Il y a une différence. Donc, je disais que en Suisse, j'avais constaté que les gens, les pilotes en particulier, faisaient confiance. Faisaient confiance à leur système, faisaient confiance à leur pays, faisaient confiance à leur père. Okay ? Bon. Je vous donne un exemple tout bête. Et cet exemple, il n'est pas tout bête en réalité. Cet exemple, il va pouvoir définir le reste de cette histoire. Je suis lycéen
à l'aéroclub d'Oran en Algérie. Je suis avec un instructeur qui était pilote de ligne chez Air Algérie à l'époque, il était sur 727. Et puis, c'était la première fois de ma vie que j'allais commander du carburant pour un avion. Donc, ils m'emmènent au bureau de l'aéroclub, ils ont un téléphone, sur le mur il y avait une sorte de tableau avec des numéros de téléphone à 3 chiffres, et c'était douane, tour de contrôle, police, service météo, Naftal pour le carburant. Ok. Donc, je téléphone, je demande du carburant, je dis où je suis, je donne l'immatriculation de l'avion, je dis combien je veux de carburant, et ils me disent d'accord, on envoie le camion. Donc, à ce moment-là, pendant le quart d'heure qu'ils vont mettre à arriver, l'instructeur me ramène devant l'avion et me dit voilà ce qui va se passer. Donc il m'explique la procédure d'avitaillement. Alors, il me dit que chaque fois qu'il y a un avitaillement en cours, je dois rester debout avec le préposé et faire attention. Faire attention à quoi? Il m'explique. Il m'explique de sa longue carrière qu'est-ce qui peut arriver de mal. Il me dit, ils peuvent malmener ton avion. Les avions étant chacun différents, chacun a besoin de précautions spécifiques pour accéder aux bouchons et tout ça. Les préposés au carburant ne connaissent pas tous les avions de la Terre. S'il y a une spécificité quelconque avec ton avion et que le préposé est brouillant, il peut tout à fait malmener ton avion. Donc tu dois veiller à ce qu'il fasse correctement son travail. Il peut mal fermer les bouchons. Il y a des bouchons qui peuvent avoir une manière un peu plus compliquée que d'autres pour être fermés. S'il les ferme mal, tu décolles, il y a une pression plus faible au-dessus de l'aile, sur l'extra d'eau, et ça va finir par aspirer ton carburant, et il va sortir faire des traînées derrière. Et avant que tu te rendes compte, tu n'as plus de carburant. Il peut se tromper de carburant. Sur un aéroport, il y a typiquement du jet A1, c'est du kérosène, qui est pour tout ce qui a des turbines. Ça peut être de l'hélicoptère jusqu'à l'Airbus A380. C'est du jet A1, il fait tourner les turbines. Il y a de l'Afgaz 100, de la 100 LL, comme on dit. C'est une sorte d'essence très proche de ce qu'on a dans les voitures, hein, c'est du super en quelque sorte, qui va être utilisé pour les moteurs à piston. Aujourd'hui, on trouve même du diesel sur certains aéroports parce qu'il y a des avions, en particulier à hélice, des avions d'aéroclub, qui tournent avec des moteurs diesel. J'en ai piloté un il y a quelques années, c'est... Tu te rends pas compte, si on te dit pas que c'est du diesel, il n'y a rien qui frappe dans son comportement, en fait. Toujours est-il, il me fait la leçon. Aussi, quand on avitaille un avion, quand on met du carburant, il y a un câble de masse qu'on prend du camion et on l'attache quelque part au niveau du train d'atterrissage en général sur une partie de métal nu de l'avion pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'étincelle au moment où on rapporte le tube vers l'entrée du réservoir. Si c'est le cas, bon, il n'y a plus d'avion parce que c'est un carburant, le 100 à l'aile, comme je disais, c'est un carburant très volatile qui peut facilement prendre feu. Ça se passe ainsi, ça se passe très bien, le gars fait son travail nickel, j'ai rien à redire sur son travail, mais je suis là, je l'observe. D'accord. Et par la suite, chaque fois qu'il s'agissait de commander du carburant, j'étais debout là religieusement à l'observer. Ok. Allons en Suisse. Mais peut-être avant d'aller en Suisse. Je vous raconte une deuxième histoire. Il y a quelque chose qu'on apprend dans tous les aéroclubs de la Terre. Pourquoi j'insiste sur ces histoires d'aéroclubs? Vous savez, j'ai quelque part dans un tiroir chez moi à la maison un diplôme de pilote de ligne. Mais je vais vous dire un truc. Je parle que d'aéroclub tout le temps. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement qu'un pilote se fait ou se défait à l'aéroclub. Sur le plan de la philosophie, sur le plan de l'attitude de la personne, c'est l'aéroclub qui va définir si tu vas vivre et avoir une retraite, vivre entier et heureux, ou bien il t'arrivera des bobos. D'accord? Le reste, c'est que de la technique. Le reste ne changera pas ton attitude. Le reste ne te changera pas en tant qu'humain. Le reste, c'est tout simplement de la technique sur de la technique et ainsi de suite. Ok. Relation avec la piste. Tu alignes ton avion,
Tu décolles, tu mets les gaz pour décoller. Tu gardes droit, tu gardes ton axe de piste. L'avion a tendance à partir de côté. Tu le travailles doucement pour rester dans l'axe de piste. Tu décolles. Et les instructeurs insistent sur rester aligné, monter dans l'axe de la piste. Très important, monter dans l'axe de la piste. C'est assez difficile au début. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit peu de vent de travers. Quand on décolle, on cabre l'avion, on voit que le ciel, on voit pas la piste vraiment. Et donc, assez facilement, on peut se laisser entraîner latéralement. Ça m'est arrivé d'être avec un instructeur et il me dit, t'es plus dans ton axe de piste. Ah bon, non, je pense que je suis. Il prend la manette des gaz, il me la ramène à 0. Je pousse sur le manche. Vous savez, la manette des gaz et le bras qui pilote doivent être les deux. Doivent être les deux, littéralement, dans une relation inverse. D'accord? Quand la manette revient, n'est-ce pas? Quand la manette revient vers 0, le bras doit partir. En réalité, c'est pas vraiment la manette et le bras qui sont connectés, c'est le bruit du moteur et le bras. Parce que tu ne verras pas tout le temps la manette. Mais quand le moteur fait brrr, le bras doit partir. Le bras, ça doit être instinctif. Tu réfléchiras plus tard. Pourquoi? Ce qui s'est passé. Mais au départ, le bras doit partir. Et je disais que quand on me surprenait de cette manière-là, on me l'a fait quelques fois, je pique et là je vois qu'effectivement il a raison l'instructeur. Parce qu'en piqué, je vois que la piste est là et moi je suis peut-être à 50 mètres de hauteur, mais je suis à gauche ou à droite. On apprend à rester dans l'axe de la piste. Si on décolle avec un petit Cessna du début d'une piste de 4000 mètres et qu'on a immédiatement une panne moteur, potentiellement on peut atterrir sur la piste restante. Parce que tu vas décoller en quelques centaines de mètres, tu tires le manche. Si ton moteur commence à faire comme ça, tu pousses le manche naturellement, tu vois quoi devant toi. Si tu as fait ton travail correctement, tu vois la piste devant toi. Juste coupe les gaz et va poser. D'accord? Maintenant, il y a une chose qu'on apprend également. Et c'est là où ça va devenir critique. Il y a autre chose qu'on apprend également. Ne jamais, jamais, jamais faire demi-tour pour revenir vers la piste en cas de panne moteur. Ça veut dire que quand on décolle d'une piste, qu'elle est soit relativement courte. Par exemple, on décolle d'une piste de 800 mètres, d'un terrain, une piste en gazon ou autre, une piste de 800 mètres, on décolle. Assez rapidement, on dépasse le seuil de piste. Ou bien, même une piste d'un aéroport international, mais la piste est derrière nous. En cas de panne moteur, il est pas vivement déconseillé, il est vivement interdit de vouloir faire demi-tour et revenir se poser. Parce qu'on démontre, on peut pratiquement démontrer en aérodynamique que ce n'est pas possible de revenir atterrir dessus. Pourquoi? Parce que quand l'avion s'incline, quand un avion est incliné, il plane très mal et il a tendance à perdre de l'énergie, à perdre de l'altitude très rapidement. De sorte que l'altitude que tu as gagnée pour monter durant le décollage, ou l'énergie, vitesse et altitude que tu as gagnée durant le décollage, ne te permettront pas, si tu as une panne moteur en bout de piste, ne te donneront pas assez d'énergie pour faire demi-tour et revenir à terre. Voilà l'idée. C'est des choses qu'on apprend le premier mois à l'aéroclub, en Afrique. Ok. Revenons en Suisse. En 97, je disais, Christian, c'est son vrai nom, je dis pas son nom de famille, mais obtient donc les documents nécessaires pour fonder sa compagnie. La compagnie commence à travailler en début 2000. En mai 2000, elle va importer, pratiquement pas en mai, je crois que c'était en mars 2000, qu'elle va importer son premier avion. C'est un Piper 31. Et c'est un appareil à hélice, transport de passagers à hélice. Il a 2 moteurs. Et en fait, pour savoir quel genre de moteur, j'aimerais vous dire qu'il y a 2 types de P31. Il y a le P31 vulgaris, comme diraient les pharmaciens, le P31 commun d'origine, qui a 2 moteurs à piston. C'est des moteurs qui sont entraînés par... C'est des moteurs à hélice, n'est-ce pas? Et ils ont un carénage, on va dire... Comme c'est des cylindres qui sont opposés à plat, on a un carénage qui est un peu aplati. D'accord? On a un carénage qui forme une sorte d'ovale
horizontal. Ça signifie le plus grand rayon de l'ovale est placé horizontalement. Donc, aplati. Avec deux petites entrées d'air. Si on regarde un peu, on va voir la tête, on va dire, du cylindre avec le refroidissement à air. Avec les ailettes de refroidissement à air. Il y a la version T. Le P31T. T pour turbine. Qui tourne donc avec des turbines. Il a deux moteurs également. Et le carénage est différent. Parce que les turbines, comme elles sont circulaires, eh bien, le carénage est circulaire et il y a une grosse entrée d'air sous l'hélice, une entrée d'air unique. Et il a aussi des winglets. Ça signifie sur le bout des ailes remonte comme ça verticalement. L'avion qu'avait obtenu en leasing Christian était un P31 normal, mais avec des winglets. Ça signifie qu'il y a eu des modifications dessus, mais qui n'ont pas été jusqu'à remplacer les moteurs. L'avion est importé des États-Unis, donc au début de 2000. Il passe toutes les vérifications, les tests et tout d'homologation en Suisse. Et il passe une immatriculation qui commence par N, novembre. Il passe par une immatriculation HB, Hôtel Bravo Suisse. Donc Hôtel Bravo Lima Tango Charlie pour cet avion HBLTC. Ok. Donc, la compagnie Léman Air Executive peut commencer à opérer. Christian est le propriétaire, il est le pilote, il est le commercial, il est celui qui remplit les papiers, il est celui qui fait la compta, il est celui qui fait le marketing, il est celui qui fait la relation avec les clients, il est l'homme orchestre. Vous savez, tous ceux qui ont travaillé dans des compagnies un peu understaffed, un petit peu où il n'y a pas assez de personnel, on est un peu en sous-effectif, savent comment on est, savent que on est au four et au moulin, on saute là, on est partout à la fois, et on a tout le temps cette frustration de ne jamais vraiment faire les choses comme on aurait dû les faire. Alors quand on est dans un contexte où il y a la sécurité des personnes et des biens qui sont en jeu, ce genre de situation peut très rapidement dégénérer. Christian, en mai 2000, va obtenir son premier contrat sérieux. Son premier contrat. On est tout au début de la compagnie. On est au bout de juste quelques heures de vol. On est au bout de 9 heures de vol, pour tout vous dire. Donc vraiment au début de la compagnie. L'avion vient d'arriver, vient d'être immatriculé. Tout est OK. On commence les histoires. Son premier contrat, donc, c'était aller de Zurich à Béziers le 25 mai. Ça de Zurich à Béziers pour transporter 7 filles qui allaient participer au concours de Miss France. Miss France, c'est un concours compliqué, je n'en connais pas les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, des filles de France, mais aussi d'ailleurs, participent à ce concours ou aux branches de ce concours, en tout cas. Ils devaient être transportés à Béziers le 25 mai, passer la nuit à Béziers. Béziers, c'est dans le sud de la France. Et le 26, rentrer, donc les ramener à Zurich, les mêmes passagères. Il arrive le 24 le soir, 24, passe la nuit à Zurich, il va être le matin sur site, parce que lui est basé à Genève, je l'ai connu à Genève, il habite à Genève, et sa compagnie était basée à Genève. Donc il fait le vol Genève-Zurich, le 24, passe la nuit là-bas. Le 25, il demande du carburant, tôt le matin. Il y a le gars de la compagnie Jet Aviation qui arrive pour lui fournir le carburant. Il y aura tout le long une barrière de langue. Christian ne parlait pas allemand ou suisse-allemand, pour être plus précis. Donc, ses employés de l'aéroport de Zurich, en général, ne parlent pas français. Donc, la langue qu'ils utilisaient pour l'échange, c'était de l'anglais. Donc, il y avait une barrière de langue, même si les deux étaient suisses. Okay. À ce moment-là, on est le matin donc du 25. Le gars de Jet Aviation va poser une question assez ahurissante à Christian. Il va lui dire, cet avion prend pas du Jet A1, c'est pas un avion à turbine. Et puis rapidement, l'employé se corrige, dit, ah non, attends,
Ah non, non, c'est pas des turbines, ça, c'est des moteurs à essence. Parce que il y a une sorte de règle qui se vérifie pas tout le temps, c'est que les avions, quand ils sont grands, ils utilisent du jet A1 parce que très probablement ils ont des turbines, et quand ils sont plus petits, ils utilisent de l'avgas, de l'avgas 100, donc du super, du sans plan si vous voulez. À ce moment-là, bon, Christian le corrige bien sûr, il lui explique, il dit non, c'est un avion importé des États-Unis et tout. C'est un appareil qui n'était pas très courant en Suisse. Ça signifie que les différents opérateurs n'avaient pas l'habitude de le voir. Donc quand ils le voyaient, ils disaient toujours « Ah, c'est quoi ce truc ?» Ah bon, c'est sympa ça. Donc c'est un appareil un peu exotique. D'accord? C'est un peu comme si tu roules avec, je sais pas quoi, une Chrysler américaine, un gros 4x4 américain ici en Europe. Les gens vont dire « Mais c'est quoi ça ?» C'est à peu près pareil pour cet avion. C'était un incident. Je suis en train de vous montrer doucement comment l'accident se met en place. Cette discussion-là était prémonitoire. Elle était en train de révéler quelque chose de monstrueux qui était en train de se mettre en place. Les filles embarquent dans l'avion, décollage, 2 heures plus tard, tout le monde pose sain et sauf à Béziers. Parfait. Elles participent à leur concours. Lendemain, le 26, décollage de Béziers, arrivée à Zurich, elle rentre chez elle, et puis maintenant, c'est au tour de Christian de rentrer chez lui, donc d'aller à Genève. Il est 19h10 quand il arrive de Béziers, et puis il va contacter Jet Aviation pour leur demander de venir rajouter du carburant dans son avion. Il le fait par téléphone. La conversation n'est pas enregistrée. Tout ce qui passe par la radio était enregistré. Ce qui passe par téléphone ne l'était pas. Donc, verbalement, il va commander probablement de l'Afgas 100, n'est-ce pas? Mais quelque part, le préposé va retenir qu'il avait commandé du jet A1. Le préposé prend la radio, appelle, et cet appel est enregistré, appelle donc un collègue en lui disant « Écoute, va dans le secteur General Aviation, tu regardes le HBLTC qui est là, tu lui fournis du jet A1. » Ok. Sur ce, le camion arrive. Sur le flanc, c'est écrit, mais c'est relativement petit, c'est un placard 10 cm par 38 cm, à peu près ça. C'est écrit, il y a une bande noire, et c'est écrit en blanc, jet A1. Il se met sur le côté droit de l'avion, d'accord, donnant son flanc gauche pour permettre l'accès donc à la tuyauterie. Christian est dans le cockpit en train de remplir des papiers. En tant qu'homme orchestre, il est obligé de tout faire. Et il y a beaucoup de paperasse liées à l'exploitation d'un avion. Donc il est en train de remplir des papiers. Le gars arrive, plug ses tubes et va envoyer du carburant pour turbine, pour avion en réaction, dans les réservoirs de l'avion. Alors, à un moment donné, Christian descend jeter un coup d'œil, lui parle rapidement, il lui donne sa carte bancaire, signe le banc de commande. Le gars lui dit, écoutez, je suis désolé, la carte bancaire, j'ai pas d'appareil ici dans le camion pour encaisser, je dois vite aller au bureau, encaisser et revenir. Christian lui dit, écoute, fais vite parce que j'ai un slot. Un slot, c'est quand le contrôle aérien te donne un slot, ça signifie une position, une heure précise à laquelle tu dois les appeler pour pouvoir rouler puis décoller et tout ça. Et moyennant cela, tu as peu d'attente ou pas d'attente du tout. Si tu rates ton slot, tu es dans une situation très délicate, surtout dans un aéroport surchargé. Le gars du camion lui dit, écoutez, je vais aller très rapidement, vous inquiétez pas, c'est 2-3 minutes. Je vais encaisser, je reviens. Commence à pleuvoir, Christian remonte dans le camion, dans l'avion, profite pour téléphoner à sa compagnie à Genève, 1 minute et demie d'appel pour lui dire, bon, je vais rentrer ce soir et tout ça. Le gars du camion revient, il donne la quittance, la carte à Christian, et il lui donne la facture. Mais avant, il y a un casque qui n'était pas rempli. Il lui dit, c'est quoi comme avion? Ça signifie que le gars ne sait même pas ce que c'est comme avion. Christian lui dit, c'est un PA31 modifié. Ok. Et il remplit au stylo PA31. Voilà. Il lui donne tout ça, et partout c'est écrit jet A1.
Christian ne lit pas les documents. De toute façon, vous savez, on est tous pareils. Hein. Vous travaillez quelque part, on arrive, vous donne un document, vous faites comme ça, vous signez. Ça se trouve, vous avez vendu votre âme. Mais vous signez. C'est tout. Donc il signe, range les papiers. D'accord. Le camion part. Et donc à 20h10, Christian appelle pour demander l'autorisation de mise en route des moteurs. À l'aéroport de Zurich, le personnel d'avitaillement n'était pas formé, n'était pas correctement encadré, n'était pas sensibilisé aux différences entre les avions et tout ça, et l'Office fédéral d'aviation civile n'avait jamais contrôlé leurs installations et leurs procédures et leur manière de travailler. Ça veut dire qu'en réalité, en ce mai 2000, l'aéroport de Zurich, sur le plan fondamental, sur le plan de la substance quand il s'agissait de délivrer du carburant, n'était pas mieux qu'un aéroport africain. N'était pas mieux qu'un aéroport, que l'aéroport de Tombouctou. Par contre, sur les apparences, c'est un aéroport plus joli. Hein, d'accord ? C'est joli, c'est sympa, ça a l'air cool, c'est bien organisé, la peinture sur le sol est super nette, super clean, il y a de jolies lumières, tout ça. Donc ça peut te mettre en confiance sur l'apparence. Mais sur le plan fondamental, tu es en Afrique. Ok. Il reçoit immédiatement l'autorisation de mettre en route, démarre les moteurs, et on l'autorise à rouler pour la piste 28. Parce que 3 minutes plus tard, littéralement, il démarre les moteurs dans les 3 minutes, et le temps est important, je vais vous dire pourquoi dans une seconde. Il démarre, et puis il commence à rouler littéralement 3 minutes après. 10 minutes après l'autorisation de démarrer les moteurs, 7 minutes après l'autorisation de rouler, il est déjà à l'entrée de la piste 28. Si on compare les vols des jours précédents, ça lui est arrivé des fois entre le moment de demander l'autorisation de mise en route et le moment d'obtenir l'autorisation de décoller, ça lui est arrivé de passer une demi-heure. Ce qui est tout à fait naturel dans un aéroport surchargé comme Zurich ou Amsterdam ou Charles de Gaulle ou autre, il peut se passer assez facilement entre une demi-heure, 45 minutes, peut-être 1 heure dans le pire des cas, entre le moment où l'avion démarre et où l'avion reçoit l'autorisation de décoller. Vous en faites l'expérience quand vous voyagez d'ailleurs. Là, par une sorte de malédiction du destin, 10 minutes après l'autorisation de mise en route, il reçoit l'autorisation de décoller. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, les moteurs, quand ils démarrent, si vous mettez de l'eau minérale dans le réservoir de votre véhicule, les moteurs, quand ils démarrent, ils vont au départ consommer le carburant qu'il y a dans les circuits d'alimentation, donc dans le carburateur, les tuyaux, tout ça, ils vont consommer ce carburant-là. C'est seulement après qu'arrivera le carburant que vous aviez mis dans le réservoir. Ok ? Pardon, j'allume les lumières. Donc, s'il avait passé du temps, n'est-ce pas? S'il avait passé une demi-heure, par exemple, à attendre, les moteurs seraient arrêtés. Ils seraient arrêtés au sol. Mais ce jour-là, par une malédiction du sort, eh ben, il n'y a pas d'attente à l'aéroport de Zurich. Lui-même ayant respecté son slot, il n'y a pas d'attente, mais il aurait pu y en avoir, mais il n'y en a pas, toujours été. Il s'aligne sur la piste, il est 20h21, autorisation de décoller, il met les gaz, et l'avion décolle. Contrôleur de la tour de contrôle, qui lui a donné l'autorisation de décoller, le regarde à travers les vitres de la tour de contrôle, il le voit monter, il arrive à peu près à 50 mètres, et à ce moment-là, à 50 mètres, les deux moteurs s'arrêtent, d'un coup. Littéralement, les témoins disent pratiquement dans la seconde, l'un et après l'autre. L'avion se met à plat. L'avion cesse de monter à ce moment-là. Il est à 50 mètres de hauteur. Il est monté très vite au départ. Pourquoi? Parce que les bimoteurs sont généralement surmotorisés, ils ont beaucoup de puissance. Il est seul dans l'avion, les réservoirs sont pas pleins, il n'y a pas de passagers, il n'y a pas de bagages, il n'y a rien. Donc l'avion vraiment ne demande qu'à monter. Le problème, là il est à plat.
le contrôleur aérien prend la radio et lui dit normal operations, opération normale, je veux dire ce qui se passe c'est normal. Là il reçoit une réponse à la radio qui lui dit non, non, et plus l'immatriculation entière de l'avion. Lima Tango Charlie. Okay. Les gens commencent à observer l'avion, il fait quoi? Au départ, il va faire une sorte de premier virage vers la droite. Il va faire un premier virage vers la droite. Et après, il va s'engager. Et ce premier virage léger vers la droite, il ne perd pas de l'altitude. Il a encore de l'énergie, il a encore de la vitesse. Le problème va commencer très rapidement quand il va engager un virage serré à gauche. Ça veut dire que il fait un premier virage à droite, léger, et après un deuxième virage à gauche, serré, pour revenir atterrir sur la piste. Donc, il entame ce virage, la première partie du virage, ça va encore, hein, il y a un excédent de vitesse. Il sort le train d'atterrissage, ce qui est quand même assez dingue. Il sort le train d'atterrissage, l'avion bien incliné, et à bout d'un moment, bien sûr, il commence à perdre de la vitesse. La vitesse initiale qu'il avait, cet excédent de vitesse qu'il avait, qui lui permettait de voler presque normalement avec deux moteurs arrêtés, cet excédent-là commence à partir de plus en plus. Il part avec le temps, naturellement, il part avec le train d'atterrissage qui sort, et il part avec l'inclinaison de l'avion. À ce moment-là, l'avion commence à tomber de plus en plus vite. Il finit par faire 180 degrés. Il aurait fallu, en réalité, pour rejoindre la piste, faire plus qu'un 180. Parce que tu pars sur une piste, tu fais 180 degrés, tu sors parallèle à la piste, tu sors pas sur la piste. Donc pour revenir sur la piste, tu dois faire une boucle, elle est au-delà du 180. Tu fais 180, tu rajoutes probablement un bon 45 et après un autre 45. D'accord? Donc c'est 180 plus 90. Tu fais 270 degrés au total. Tu n'as aucune chance de le faire avec un avion au ras du sol sans moteur. Il fait donc demi-tour. Et à ce moment-là, quand il finit son demi-tour, l'avion est à 10 mètres du sol et extrêmement lent. Il n'y a plus de réserve d'énergie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réserve de vitesse, il n'y a plus de réserve d'altitude, il n'y a plus rien. À ce moment-là, il va devoir subir les conditions, le sort. Il passe à travers un rideau d'arbres. Il y a quelques arbres, il passe à travers un rideau d'arbres. Comme il est à 10 mètres du sol, il ne va pas taper sur la partie, on va dire, la plus solide, la plus robuste des arbres. Il va passer sur la partie, on va dire, la plus soft, la plus molle des arbres. Il tape sur ces arbres. Et là, par l'impact, que va-t-il se passer? L'avion, quand il sort du rideau d'arbres, il n'est plus dans sa position normale, il s'est retourné, il est sur le dos. Donc l'avion est cette fois-ci sur le dos. Ça veut dire en tapant contre les arbres, il y a peut-être un arbre plus solide d'un côté que l'autre, et il va se faire jeter à l'envers. Là, c'est plus le pilote qui gère ou qui peut gérer, c'est trop tard. L'avion est à l'envers. Maintenant, l'impact contre les arbres, de cette manière que je viens de décrire, a eu un côté bénéfique. Ça veut dire qu'une partie de l'énergie de l'avion a été perdue lors de cet impact. Ça veut dire que le choc final aura moins d'énergie, parce qu'une bonne partie a été dépensée déjà. L'avion, sur le dos, il y a un petit cours d'eau, qu'on appelle le Glatt. Il y a un petit cours d'eau juste à l'extérieur de l'aéroport de Zurich, on le voit bien sur les cartes Google Maps. Et l'avion inversé va aller taper dans le cours d'eau. Il va taper dans le cours d'eau et sur la berge du cours d'eau. La violence du choc n'est pas si terrible que cela. Elle est probablement équivalente à un accident de voiture, peut-être un retournement de voiture et tout ça. Il est survivable. Il est classé comme survivable, le crash, parce que, en fait, tout simplement, l'habitacle n'a pas été compromis, les forces d'accélération ou de décélération dans ce cas ne sont pas particulièrement fortes, et l'avion reste donc sur le dos. Le contrôleur aérien qui voyait l'avion, dont le pilote a parlé 2 fois avec le contrôleur, vous savez, dans un avion, quand il y a une situation d'urgence, contrôler d'abord l'avion, parler après, d'accord? Là, c'est vrai que les contrôleurs, les enquêteurs ont trouvé un peu bizarre qu'ils parlent 2 fois au contrôleur dans une situation
où pour dire des choses évidentes, hein, le contrôleur voyait ce qui se passait dans une situation où le sort de l'avion était quand même engagé. Donc, toujours est-il, l'avion sur le dos, bam, dans l'eau. D'accord? Le pilote se retrouve la tête en bas. Les pompiers démarrent à ce moment-là parce que le contrôleur a tapé sur le crash horn, déjà, sur l'alarme de crash. Les pompiers fonçaient vers les lieux qu'ils vont atteindre dans les 3 minutes. Le pilote détache son harnais, détache sa ceinture. La partie avant, quand probablement il y a l'eau qui rentrait, il va ramper et aller à l'arrière de l'avion, vers la queue de l'avion qui était plus en hauteur. Ce qui prouve qu'il a quand même clairement réfléchi à la balance des risques, à ce qui se passait, et qu'il a préféré aller se réfugier vers la partie la plus haute de l'avion, dans la position où il se trouve. Les pompiers arrivent et déchirent donc la tôle de l'appareil pour sortir le pilote. Ils déchirent la tôle, et ils l'ouvrent, ils trouvent le pilote qui est là, et il est mort, et il est décédé. En fait, ce qui s'est passé, vous voyez le coup du sort, l'erreur de carburant, la veille on parle de carburant, le gars qui le fournit a failli se tromper. L'autre coup du sort, c'est s'il n'a pas vu, il n'a pas contrôlé, il n'a pas revérifié le travail, les autorités n'ont pas fait leur travail non plus. Le coup du sort, c'est qu'à l'aéroport de Zurich, c'est quand même un record, ça mérite presque un Guinness. Entre le moment où il démarre et le moment où il s'aligne sur la piste, c'est 10 minutes. Il aurait fallu peut-être 12 minutes, 13 minutes pour que les moteurs s'arrêtent au sol. Ils auraient pu s'arrêter durant l'accélération. Non. Ils s'arrêtent à 50 mètres du sol. Et donc, autre coup du sort, c'est... Vous savez, la FAA aux États-Unis, depuis 1987, elle avait engagé une réforme pour que les tuyaux des camions qui fournissent le carburant soient différents en fonction du carburant qu'ils fournissent. Ça m'est arrivé dans cette voiture, qui est une voiture à essence. J'ai été à la station, je prends un tube, j'étais un peu fatigué, je veux le faire rentrer, il rentre pas. Je comprends pas pourquoi il rentre pas. Et là je regarde, noir, c'était du diesel. La taille n'était pas la même. Donc c'est à peu près la même chose que la FAA voulait faire. Et il y a eu des modifications sur les camions, et les fabricants d'avions ont commencé aussi à en tenir compte. Le problème, à l'aéroport de Zurich, ils ont fait la modification. D'accord? Donc ça veut dire que, en pratique, il aurait pu être impossible de refueler cet avion. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les avions qui arrivaient, qui ont posé problème, c'est des avions qui prennent du kérosène, c'est des avions qui prennent du kérosène, du jet A1, mais qui avaient des entrées trop petites. Donc, le tube correspondant au kérosène, qui avait des ailettes sur le côté, il a des ailettes, c'est un tube étroit, mais il a des ailettes qui l'empêchent de rentrer sur les réservoirs qui sont étroits. Ce tube-là ne rentrait pas dans certains avions qui utilisaient du kérosène. Donc, la compagnie Jet Aviation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé ce tube et elle a mis un autre plus fin. Vous voyez? C'est dingue ça. Une succession d'erreurs. Une succession de problèmes. Et je vous dirai la dernière et pourquoi il est mort en fait. C'est qu'il y avait un autre problème. Quand l'avion a été importé, il a été vérifié, il y a un détail qui a été oublié. Vous voyez cette ceinture là? Cette ceinture, elle a, dans les avions c'est pareil, elle a une sorte de des dérouleurs. Vous voyez? Si je tire sèchement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vient pas. Il suffit de freiner un peu brutalement pour sentir la ceinture serrée. D'accord? Dans cet avion, le dérouleur était défectueux. Ça veut dire qu'en fait, peu importe l'accélération, il n'allait jamais arrêter la ceinture. Jamais il n'allait bloquer ou arrêter la ceinture. Que s'est-il passé? Au moment de l'impact, qui n'était pas un impact mortel en soi, si la ceinture avait fonctionné, il aurait été juste secoué un peu, il aurait enlevé sa ceinture, il serait caché derrière, et puis les pompiers l'auraient retrouvé vivant. Là, le problème, c'est que vu que sa ceinture, la partie qui va sur les épaules de la ceinture, ne le protégeait pas, c'est comme une ceinture de voiture en fait, hein. Que s'est-il passé? Il a été projeté contre les commandes. Il a été violemment projeté contre les commandes. Là, le manche lui a donné un coup sur le corps
Et au moment du coup, l'impact était assez fort pour casser l'artère, comment on appelle ça? J'ai oublié mes cours de médecine. C'était l'artère interventriculaire antérieure. Je crois il y a une antérieure et une postérieure. C'est une sorte d'anneau comme ça. Il y a une sorte d'anneau d'alimentation sur le cœur, hein, des veines et des artères, qui après descendent comme ça pour alimenter toutes les zones du cœur. Il y a une artère postérieure, enfin postérieure et une autre antérieure. Là, on parle de l'antérieure qui a pris un sacré coup, qui s'est cassé net. Cette artère, elle alimente une bonne moitié du ventricule gauche. Et l'artère postérieure va alimenter le reste. D'accord? Dans le cœur humain, il n'y a pas de redondance. Ça veut dire que chaque zone, hein, quand on regarde l'alimentation, alors si vous regardez l'alimentation par exemple de la main, il y a une bonne redondance. Hein. Il y a deux artères, ne me demandez plus le nom, qui arrivent comme ça, qui vont faire un U ici. Donc s'il y en a un qui se ferme, qui se casse, le sang arrivera de l'autre côté. Voilà. Mais le cœur, lui, n'a pas de redondance. Le cœur, chaque zone est alimentée par une seule et unique artère. Si cette artère se bouge, c'est une zone du cœur qui marche pas. Donc au moment où son artère antérieure interventriculaire s'est cassée, il avait techniquement, je sais pas moi, 2-3 minutes de vie, c'est tout. Donc le cœur commence à faire des trucs bizarres, mais il alimente toujours, hein, parce que la partie, le muscle, si vous voulez, humain, peut fonctionner de manière transitoire, très peu de temps, sans apport d'oxygène. Ça veut dire que s'il y a soudainement une ischémie, il y a plus de sang qui arrive, les cellules ont encore quelques réserves qu'elles vont consommer, mais assez rapidement, ces réserves vont s'épuiser, et une affaire de secondes, de minutes sont les cellules, et ça va s'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Le cœur, le ventricule gauche en particulier, alimentait seulement sa partie arrière qui battait encore, mais la partie en avant qui n'avait plus d'oxygène qui s'est arrêtée. Et donc ça a causé l'arrêt cardiaque. Voilà. Donc il est décédé. Et voilà. Comme je vous disais, la compagnie aérienne existait depuis quelques jours seulement, enfin opérée depuis quelques jours seulement. Il avait, je crois, 9 heures de vol sur cet avion. Donc l'avion venait d'arriver des États-Unis. Et il a eu, et je trouve terrible, 10 ans littéralement d'études à l'école des ailes et d'autres écoles, de galère. 10 ans, il n'a pas mis 10 ans pour faire son diplôme d'aviation, c'est pas ça, mais 10 ans de projet. 10 ans, il y a pour apprendre à piloter un avion, il y a trouver des financiers, il y a faire toutes les formalités, tout ça, pour qu'une fois que la compagnie est sur place, il y a un crash littéralement durant le 2e ou le 3e vol de la compagnie. D'accord? Non, voilà mes amis. Je vais parler probablement dans les prochaines vidéos de quelques crashs qui ont touché des petites compagnies aériennes. Il y a beaucoup à faire. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le côté humain aujourd'hui, aussi sur le côté culturel, parce que ça va constamment jouer un rôle dans les accidents de ces petites structures. Il y a aussi un truc au passage, mais bon, là ça serait vraiment, si vous voulez, lorsqu'on veut décoller avec un avion à hélice, après chaque arrêt complet, on fait ce qu'on appelle un test moteur. Les moteurs sont alimentés par 2 magnétos, généralement elles sont numérotées 1 ou 2 ou gauche ou droite. C'est des magnétos, c'est une sorte de dynamo comme celle qu'on a sur les lumières des vélos. Et en fait, ces dynamos-là alimentent les bougies de l'avion. Donc chaque cylindre a 2 bougies avec 2 systèmes d'allumage indépendants, complètement indépendants. Et indépendants du circuit électrique de l'avion. Donc ça n'a rien à voir avec l'alternateur ou avec la batterie ou autre. Totalement indépendant. Lors du démarrage, chaque décollage, on aligne l'avion, on fait des tests. Ça veut dire que la clé de l'avion est sur 2 bottes, les 2 magnétos. On la met par exemple, on met sur le magnéto de gauche par exemple. On met sur le magnéto de gauche. Et ceci arrête la magnéto de droite. Et comme ça, le moteur tourne que sur le magnéto de gauche. Ce qui nous permet de tester que ce soit en bonne santé. Alors le test c'est botte, on va sur la gauche, on regarde combien de tours on a perdu. Généralement, ça doit pas tomber beaucoup, hein. Ça dépend des avions. Généralement, c'est de l'ordre de 50 tours par minute. L'aiguille bouge à peine. On revient sur les 2. Après, on revient sur la droite. On regarde. Et sur aucune magnéto, on doit voir une chute énorme ou une instabilité du moteur ou autre. Ce test prend,
une minute et demie. S'il avait été fait ce jour-là, les moteurs seraient arrêtés à ce stade, seraient arrêtés devant le test, durant le test. D'accord? Le test n'a pas été fait. Ok? C'est toujours cette partie de cette confiance, n'est-ce pas? Confiance dans le système. Voilà, mes amis. Donc, je vous le dis, si vous voulez étudier l'aviation ou faire de l'aviation, faites très très gaffe. Soyez parano, soyez conspirationniste, soyez obsessionnel sur les détails. Cassez le cycle de l'accident. Parce qu'un jour, vous réveillez, vous allez piloter votre avion, et ce même jour se réveille une bête en même temps que vous. Se réveille un monstre qui est là pour prendre votre vie et celle de vos passagers. Vous avez la possibilité de l'arrêter. Ce monstre, en général, a de grosses pattes. Il est énorme, il fait du bruit. D'accord? Il laisse des traces autour de vous. Il laisse des paroles, il laisse des mots. Il se manifestera sous beaucoup de choses. Vous savez, sur l'avion, par exemple, il y avait un petit placard là écrit. Hein, c'est écrit sans halal. Ils l'ont jamais vu, les gens qui ont mis du carburant. Ils l'ont jamais vu, ils l'ont jamais remarqué. Il y a des choses, il y a une odeur, il y a quelque chose qui flotte. Si vous détectez ça, vous avez la possibilité d'arrêter l'accident avant qu'il n'arrive. Autrement, bon voilà, il vous bouffe. D'accord? Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusque-là et merci de votre soutien et de votre fidélité à ce canal. Et je peux vous dire que la mort de Christian a été un des éléments déclencheurs de ma prise de conscience sur la sécurité aérienne en fait. D'accord? Merci encore et puis qu'il repose en paix. À bientôt.